On a vu le travail des cellules qui est présent. Quand une cellule est infectée, elle est... C'est bon? Madame, mademoiselle? Votre attention. Quand une cellule est infectée, elle doit présenter l'antigène. L'antigène, surtout quand elle est infectée de non-soi, c'est les cellules T8 qui tuent la cellule infectée. Et c'est un devoir, et Dieu merci, comme ça toutes les cellules sont alertées. Et bien sûr, on arrive à éradiquer ou du moins limiter l'espace de l'infection. Et quand une cellule capture les cellules présentatrices d'antigènes, elle va présenter des CMH classe 2, et donc systématiquement, les cellules T sont en alerte. Alors, une molécule CMH ne présente qu'un seul peptide, pas plusieurs. Les molécules CMH reçoivent les peptides durant la synthèse et l'assemblage. Les CMH1 reçoivent les peptides qui se trouvent dans le cytoplasme, c'est normal, parce que ça peut être, il peut s'agir d'un peptide de soi comme de non-soi, et les CMH2 reçoivent les peptides qui se trouvent à l'intérieur de vésicules intracellulaires, pratiquement à la sortie. Alors, c'est normal, il y a beaucoup de choses que je vais sauter, mais que je vais essayer de vous donner en polycope, parce que sinon, on ne pourra jamais en finir avec 2 heures. Mais on va passer maintenant à la sélection thymique. Donc, la cellule qui est infectée présente, la cellule qui capture présente, et quel est maintenant le rôle des cellules T, dont on a vu, et comment elles sont sélectionnées pour ne pas commettre l'irréparable, pour agir en temps réel de la manière la plus appropriée. Chez chaque individu, les molécules CMH présentent des peptides étrangers qui appartiennent aux microbes, ainsi que des protéines propres à l'individu. Ça, bien sûr, CMH classe 1. Une cellule, c'est comme une usine. Elle doit systématiquement produire. Les camions avec la marchandise, sortent. Maintenant que la marchandise soit défectueuse ou bonne, c'est au contrôleur. Mais sinon, l'usine ne s'arrête pas. Cette incapacité, voilà le troisième challenge. On a parlé tout à l'heure de 2 challenges. C'était le nombre de cellules T qui était réduit. Et mon collègue Smaïn vient de soulever une question très importante de la puberté précoce qui s'observe dans les pays occidentaux, particulièrement en Europe et aux États-Unis, grâce aux hormones, où des filles sont pubertes à 9 ans. Est-ce que cette puberté, maintenant, est associée à l'arrêt de la production des cellules T? Parce qu'on sait que la puberté, elle est de 12 à 14 ans. Maintenant, est-ce que c'est une question très pertinente? Je vais essayer, j'espère, de trouver une réponse. Alors, troisième challenge, cette incapacité des molécules CMH de différencier entre les antigènes du soi et de non-soi soulève 2 questions. Les cellules somatiques, les cellules nucléaires, présentent les CMH, et les CMH sont chargés de peptides. Que les peptides soient du soi ou du non-soi, pour la cellule, il n'y a aucune différence. C'est à la cellule T de faire la différence. Alors, la question, il est admis qu'à chaque moment, les protéines du soi sont en quantité nettement plus importante que les protéines microbiennes. C'est normal. On n'est pas dans un état infectieux tout le temps. Dieu merci. Donc, on présente les protéines du soi constamment, et bien sûr, de temps en temps, les protéines de non-soi. Alors, la question, pourquoi les protéines du soi n'occupent-elles pas constamment les molécules CMH? C'est-à-dire, c'est un peu... on a 99% du soi et 1% de non-soi, et les cellules, les CMH sont chargés. Comment se fait-il que on arrive, quand il y a un peptide de non-soi, quand on est infecté, il arrive, ce peptide, à trouver sa place dans ce livreur qui est le CMH classe 1. Les nouvelles molécules CMH sont constamment synthétisées et sont prêtes à capturer chaque peptide qui se trouve dans le cytoplasme. Les CMH, c'est des vecteurs. Sont synthétisés dans le réticulum, on les charge à l'intérieur du réticulum de peptides, bien sûr CMH classe 1, et ils ne font qu'exposer. C'est à l'extérieur où le tout se joue. Voici une des réponses. Et une cellule T a besoin de 0,1 à 1% d'une moyenne de 100 000 CMH présents sur une affiche. Comme si que je vais vous mettre dans le stade 5 juillet, dont la capacité est de 100 000 individus. Et je vais vous dire sur... Peut-être qu'il va y avoir la Coupe d'Algérie, le président va assister, on va charger la garde de trouver éventuellement des intrus, espions,
dangereux potentiels, et qui sont en nombre de 0,1 à 1% de 100 000. Et je vais vous donner des jumelles, et vous allez tourner le tour et me trouver l'étranger. 99%, voire 99,99% des spectateurs sont des gens normaux. Vous allez me trouver le 1% ou le 0,1%. C'est le défi de la cellule T. Alors imaginez, une cellule, c'est comme un ballon, elle est chargée de 100 000 CMH. Sur les 100 000 CMH, 99% sont des antigènes, portent les antigènes de soi. 0,1 à 1% portent les antigènes de soi. C'est un défi extraordinaire. Alors, ainsi, les très rares molécules microbiennes présentées par les CMH sont suffisantes pour stimuler. C'est comme si que sur ce tableau, vous avez ce point qui est l'intrus. La cellule, elle vient, la cellule T, elle vient scanner. Elle passe, elle scanne, elle scanne, elle scanne, elle scanne, elle arrive ici, pas ici, pas ici, ici, elle s'arrête. Si elle s'arrête, c'est qu'il s'agit bel et bien d'un corps, d'un antigène de non-soi. Mais l'antigène de non-soi est très rare. Donc la cellule doit être d'une extrême compétence, d'une extrême délicatesse pour ne pas confondre le soi de non-soi. Est-ce que c'est clair cette notion de 100 000? La deuxième question. Si les molécules CMH présentent constamment des protéines du soi, on présente surtout le soi par rapport au non-soi, comment ne développons-nous pas des réponses immunitaires contre ses propres antigènes? La réponse auto-immune. Cette cellule T qui rencontre 99% des antigènes du soi, est-ce qu'un jour elle ne va pas se tromper? À force de faire l'exercice, on risque parfois de mélanger et bien sûr sombrer dans les maladies auto-immunes. La réponse, les cellules T qui peuvent répondre aux antigènes de soi, répondre, c'est-à-dire réagir contre les antigènes du soi, sont soit tuées ou inactivées. C'est-à-dire, on les élimine de la circulation. Il n'y a pas de place pour l'incompétent ou pour celui qui risque, je dis bien qui risque de commettre l'erreur. Il n'a pas encore commise. La sélection thymique ou la sélection négative qui se déroule dans le thymus. Donc, toutes les cellules T qui risquent de commettre cette erreur irréparable sont éliminées ou dans le thymus. Alors, le thymus, cet organe que nous portons tous dans la cage thoracique, le voici, il se trouve de l'ombre, il est actif à la phase embryonnaire, il travaille, il commence à différencier, il fait partie de ce qu'on appelle les organes lymphatiques primaires. Enfin, en réalité, les organes lymphatiques primaires, l'organe lymphatique primaire par excellence, c'est la moelle osseuse, qui produit toutes les cellules. Mais celui qui détient cette appellation avec la moelle osseuse, c'est le thymus, le seul. Il ne les produit pas. Mais il permet la différenciation des cellules T, c'est pour ça qu'on l'appelle l'organe lymphatique primaire. En réalité, il permet la différenciation, mais il ne produit pas. Alors, cet organe, on trouve dans cet organe les cellules protées qui viennent fraîchement de la moelle osseuse. Fabriquées dans la moelle osseuse, elles arrivent dans le thymus, elles sont encore protées et elles colonisent le thymus. C'est un organe lymphoépithélial, bien sûr, se trouve dans deux lobes. On trouve, il est divisé en lobules et l'irrigation est par voie provenant des artères thoraciques. Alors, c'est un organe indispensable et qui joue un rôle primordial. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cet organe et comment il arrive à permettre cette différenciation? On trouve chaque lobule, je vous ai montré tout à l'heure deux lobes, est divisé en deux, une zone périphérique et une zone médulaire, l'extérieur et l'intérieur. Dans la partie externe, on trouve, dans le cortex, on trouve les thymocytes corticaux. Les thymocytes du cortex, qui ne sont pas encore des cellules T, c'est des thymocytes.
vient de proté, il devient des thymocytes, qui sont produits par la multiplication des prothymocytes de la moelle osseuse. Dans la médullaire, au centre, on trouve en densité plus faible, retenez bien cette phrase, en densité plus faible, des lymphocytes T matures et différenciés. Donc, il y a deux zones. La partie externe, c'est les thymocytes, en nombre très élevé, et la partie interne, c'est les lymphocytes T. Donc, on est passé à la phase de maturation, mais en densité plus faible, des cellules matures et différenciées. Pour faire ça, on a besoin de logistique. C'est un peu, quand je donne toujours cet exemple, à cette école des cadets, où dans les années 70, elle était ouverte, ces écoles étaient à, je crois, il y avait une à Coléa, il y avait, je crois, une à Oran. On envoyait des petits gamins de 12 ans. À l'époque, c'était avec la 6e. Maintenant, ça a été réouvert, mais avec des adolescents de 15 ans qui ont fait la 4e année moyenne. Donc, dans une institution, on doit mettre les gens pour formation. On a besoin, bien sûr, de tout ce qui est logistique, l'hébergement, la restauration, et tout ce qui va avec, les tenues, et on a besoin d'instructeurs. Alors, qui est-ce qui s'occupe de la restauration dans le thymus? On trouve dans la corticale et dans la médullaire des cellules épithéliales, des cellules dendritiques et des macrophages. Voici les trois éléments qui composent principalement le thymus. Les cellules épithéliales, c'est la logistique, produisent des hormones thymiques qui influencent la maturation. Donc, ils vont nourrir les prothymocytes qui viennent de la moelle osseuse et les accompagnent pour qu'ils deviennent les thymocytes corticaux pour devenir des lymphocytes T. Les instructeurs maintenant, les enseignants, on a besoin. On a d'autres, d'autres dans la médullaire, forment des agrégats appelés le corpuscule de Hassall, dont on ne connaît pas bien le rôle. Donc on retient les cellules épithéliales qui jouent le rôle de cellules nourricières, et bien sûr nous avons les cellules dendritiques et les macrophages, sont des cellules présentatrices d'antigènes et expriment donc les molécules de CMH classe 1 et classe 2. C'est comme si que, vous voyez, chaque fois nos cellules et notre organisme nous donnent des leçons, et même ici, au lieu de recruter un enseignant qui parle arabe et un autre qui parle anglais, on va recruter un enseignant qui parle deux langues. Allemand. Oui, moi, si c'était moi, j'aurais été 4 langues, mais 2 langues. Alors, pourquoi 2 langues? Si on a pourquoi on a les cellules dendritiques et les macrophages? Qu'est-ce qu'on a dit des cellules dendritiques et macrophages? Elles présentent CMH classe 1 parce qu'elles sont nucléées, et elles présentent CMH classe 2 parce qu'elles sont professionnelles. Alors, les cellules T qui vont être entraînées, on ne leur amène pas des cellules nucléées, et après on leur amène... Non, on leur amène les dendritiques et les macrophages qui présentent 2. CMH classe 1, classe 2, sur la même cellule. Donc c'est des bilingues. Les cellules professionnelles, c'est des cellules bilingues. Elles parlent la langue de CMH classe 1, parce qu'elles sont nucléées, et elles parlent la CMH 2, parce qu'elles sont professionnelles. Une question qui vous tourne peut-être dans la tête et que vous n'avez pas posé, la question, pourquoi les cellules professionnelles présentent-elles à la surface des CMH classe 1? Vous vous êtes posé cette question? Elles sont nucléées certes, mais l'utilité de CMH1, parce que finalement, les cellules nucléées, les cellules professionnelles, elles peuvent elles-mêmes être infectées. Ah oui, il y a des parasites qui infectent les macrophages. Il y a le virus du sida qui passe aussi par le macrophage. Il y a pas mal d'agents infectieux. Et quand une cellule professionnelle est elle-même infectée, qu'est-ce qu'elle va faire? Ah oui, elle va appeler les T8. Elle aura le même sort, elle va subir le même sort, elle doit mourir. Parce que beaucoup de microbes utilisent les macrophages pour tourner dans l'organisme. Et donc disséminer l'infection. Ayant les CMH1, elle va elle-même malheureusement mourir. Donc elle va appeler les T8, non pas avec les CMH2, mais les CMH1. Et la mort des cellules professionnelles est spéciale. Vous connaissez
C'est un suicide programmé. Vous connaissez l'apoptose. Peut-être dans un des séminaires, je vous ferai les morts cellulaires. L'apoptose, c'est la mort programmée, c'est la mort clean, où la cellule va diminuer de taille et elle va imploser. La nécrose, c'est la cellule qui éclate. Derrière la nécrose, vous avez toutes les inflammations. La mort des cellules professionnelles, elle s'appelle la pyroptose. P-Y-R-O. Pyro vient du mot grec feu, ça veut dire qu'elle va se consumer de l'intérieur par le feu. Elle va se brûler. Mais pour cela, elle a besoin des T8 qui vont enclencher la mort. Elle s'appelle la pyroptose. Donc c'est une mort qui vient d'être récemment découverte et c'est une mort uniquement réservée aux cellules professionnelles qui s'appelle la pyroptose. Donc, on a les cellules présentatrices d'antigènes, elles présentent les CAMH classe 1 et classe 2. Donc les cellules thymocytes seront entraînées sur les deux CAMH. En migrant du cortex vers la médullaire, donc de la périphérie vers le centre, le thymocyte cortical se différencie progressivement, et il exprime à chaque étape des protéines de surface qu'on appelle les CD. Cluster of Differentiation. Les CD, ce ne sont autres que la pièce d'identité de chaque cellule. Nous avons des noms et des prénoms. Les cellules ont des noms et des prénoms. Les noms et les prénoms des cellules, ou leur carte d'identité, s'appellent cluster, donc protéines, c'est un peu l'appelé, de différenciation. Vous avez les CD4, les CD8, les CD27 et les CD jusqu'à une centaine de cellules. Comme ça, on arrive en immunologie, dans le diagnostic, à différencier quel type de cellules avons-nous à faire avec. Alors, les cellules. Le thymocyte cortical, le thymocyte qui est à l'extérieur, qui vient fraîchement de la moelle osseuse et qui commence à habiter le cortex. Il est à la fois CD1, CD4 et CD8. Là, vous avez déjà deux notions que vous connaissez. On connaît très bien les CD4 et les CD8. On les connaît séparés. Mais finalement, quand ces cellules viennent fraîchement de la moelle osseuse, la même cellule, elle a trois antigènes, trois protéines de surface. Une CD1, une CD4 et CD8. Donc, elle est doublement positive, voire triplement positive. CD1, CD4, CD8. Quand elle est prothymocyte, elle n'a encore subi aucune différenciation. Le thymocyte médullaire n'exprime plus de CD1. Tiens, cette molécule est partie. Il possède un récepteur TCR, T-cell receptor, spécifique d'un déterminant antigénique, et il exprime le CD3 associé au TCR et soit, retenez bien, CD4, soit CD8. Vous allez me dire, écoutez monsieur, pourquoi toutes ces... Quel est l'intérêt de tous ces CD? Moi, je suis un clinicien, je travaille dans un hôpital, ça m'intéresse, oui, mais pourquoi? Eh bien, on va faire un petit exemple. Vous avez un enfant en phase 2 ans, 3 ans, et il subit des infections récurrentes. On a vu l'année passée dans les maladies, les déficits immunitaires, que le diagnostic différentiel des déficits immunitaires est très difficile. Parfois, les médecins passent à côté, les enfants subissent tous les tests, voire tous les traitements, alors qu'on est dans une situation de maladie génétique transmissible, malheureusement, qui n'a pas été diagnostiquée. Alors, le médecin peut être un peu bienveillant et un peu... il a eu le déclic, il va demander une petite ponction au niveau du thymus. Au niveau du thymus, au niveau même de la médullaire, il va remarquer que cet enfant n'a que de CD1 et des CD4 et des CD8 positives. Mais il n'a pas de CD3. Les techniques maintenant de flow cytométrie, la cytométrie en flux, permettent de séparer les cellules. Vous prenez les cellules, vous allez les faire passer par un appareil qu'on appelle le cytomètre à laser, et il va vous projeter avec les anticorps. Si vous ne trouvez pas de CD3 chez un adulte, chez un enfant, pardon, c'est-à-dire après la naissance, sachez que cet enfant a un blocage là.
il n'y a pas de maturité. Le passage des cellules immatures aux cellules matures CD3 ne se fait pas. Et s'il n'a pas de CD3 mature, il ne pourra jamais répondre aux infections. C'est l'une des raisons des maladies physiques immunitaires. L'absence de CD3, CD4 ou CD3, CD8 est révélateur. Donc, toutes les cellules immatures, je dis bien, sont triplement positives, CD1, CD4, CD8, à la surface. Dès qu'elles deviennent matures, elles deviennent doublement positives. C'est quoi? Elles ont toutes les cellules T, T4, T8, TH1, TH2, toutes cellules T doivent être obligatoirement CD3 positives. Si elle n'a pas le cluster CD3, elle n'est pas mûre. Maintenant, elles sont CD3 positives, elles peuvent être CD3 positives, CD4 positives pour les T4, elles sont CD3 positives, CD8 positives pour les T8. Si cet enfant n'a pas de CD3 positive, sachez qu'il a un problème de maturité, il a une enzyme ou un gène qui bloque le passage, et c'est pour ça qu'il souffre d'une infection grave. 2. Vous allez me dire, écoutez, maintenant les CD4 et les CD3, vous avez les gens qui ont certaines maladies immunodéficientes, telles que l'AIDS, sachant que l'AIDS touche les CD4. Très bien. On a pris, il fait... quelqu'un qui fait la trithérapie, il va aller après 3 mois ou 2 mois à un contrôle, on remarque que le taux de cellules T a augmenté. Le technicien va courir chez le responsable et lui dit « Tout va bien, les cellules T commencent à augmenter, on est content. » Il lui dit « Comment ça vous avez remarqué ?» Il lui dit « Le taux de cellules CD3 est très élevé. » Très bien. Il va poser la question « Mais quel CD3 ? CD3, CD4 ou CD3, CD8 ?» Parce que si le taux de CD3, CD8 a augmenté, ce n'est pas bien. Parce que ça, et le taux CD3, CD4 diminue, ça prouve que le virus tue les cellules T4 et augmente les T8. Et pourquoi les T8 augmentent? Parce qu'il y a une infection. Ça prouve que l'infection persiste et que les T8 sont produites pour tuer les cellules infectées. C'est mauvais. Maintenant, si les CD3, CD4 augmentent et les CD3, CD8 diminuent, ça c'est bien, ça prouve qu'il y a rémission, le taux de CD4 augmente et le taux de CD8 diminue. Donc vous ne pouvez pas vous prononcer sur le taux de cellules T et vous allez vous taire. C'est une observation biaisée, voire aberrante. Il faut aller jusqu'au dernier cluster, celui-là. Donc, si vous trouvez CD1, c'est des cellules immatures. Si vous trouvez CD3, c'est des cellules mûres. Maintenant, quel CD3? S'il s'agit de CD4, CD3, CD4, c'est bon. CD3, CD8, c'est mauvais. Dans ce cas-là, bien sûr. Maintenant, quand on a une infection, il faut avoir des T8. Parce que pour tuer les cellules infectées. Maintenant, s'il y a une infection et il n'y a pas de T8, c'est qu'il y a un problème de réponse aussi. Vous voyez pourquoi on a besoin des clusters? Et les clusters, c'est très très important dans le diagnostic différentiel. Et malheureusement, je sais qu'à Inaja, ils ont un flow cytomètre. Je sais qu'à Mustafa Bacha, ils ont ramené un, mais qui n'est pas vraiment opérationnel. C'est un appareil qui est rentré dans la routine à l'étranger, qui doit faire partie de tous les hôpitaux, parce que vous n'aurez jamais une vue réelle sur le diagnostic si vous n'avez pas le flow cytomètre. J'espère qu'un jour, Inch'Allah, il sera analysé. Alors, la sélection typique. Les récepteurs TCR, ce que vous avez vu tout à l'heure dans le schéma, ces récepteurs qui prennent l'antigène et qui vont décider, étant produits au hasard des recombinaisons génétiques, il existe un risque que certains d'entre eux reconnaissent les antigènes du soi comme étranges. C'est le cauchemar du système immunitaire. C'est le cauchemar qui nous habite tous, de se réveiller un jour avec une maladie auto-immune. Quand il s'agit de maladies infectieuses, à la limite, on se met entre la médecine et on se dit, voilà, il n'y a pas, il y en aura demain. Mais les maladies auto-immunes, ça y est, c'est bon. Alors, cette situation de confondre le soi avec l'étranger ne devrait pas exister. Alors, une telle reconnaissance aurait comme conséquence une autodestruction des cellules de l'individu par son propre système immunitaire. Pour éviter cela,
Les thymocytes porteurs de tels récepteurs doivent donc être éliminés. C'est la sélection des thymocytes que nous allons commencer. Et là, vous allez voir une autre leçon dans notre système immunitaire. Malheureusement, si elle était appliquée, nous, les Algériens, les Arabes, les musulmans, name it, tout ce que vous voulez, on serait au même rang des Allemands et des Japonais. Ils l'ont comprise. Ceux qui ont été visités par notre président, le vice-président, ils ont compris que sans sélection, il n'y aura jamais de compétences, et sans compétences, il n'y aura jamais d'élite. Quand on fait le nivellement par le bas, ben, on a remarqué ce qui se déroule au quotidien chez nous, juste après la naissance. Les TCR des lymphocytes T doivent reconnaître en même temps un épitope, c'est-à-dire un antigène, associé à une molécule CMH de classe 1 ou de classe 2. Donc, les instructeurs que nous avons, qui sont les macrophages et les cellules dendritiques, se ramènent toujours avec deux mains. Une main qui possède CMH1 et une main qui possède CMH2. Mais les deux CMH sont chargés d'antigènes. Quel antigène? De soi. Ils vont instruire les cellules T pour leur dire, voilà le soi, et le non-soi, bien sûr, vous allez en déduire. Dans un premier temps, une sélection, elle s'appelle positive, et la deuxième sélection, elle s'appelle négative. La sélection positive, elle se déroule dans le cortex, c'est pour ça qu'on a dit que le nombre est élevé, qui sélectionne les thymocytes corticaux capables de reconnaître les molécules CMH. Donc la première question que ces élèves de l'école des cadets, on leur pose, s'ils sont dans une caserne, est-ce que vous allez reconnaître le civil du militaire? On ramène les différentes tenues et on ramène des gens civils, on leur dit, voilà, vous avez passé une année d'instruction, est-ce que vous allez pouvoir reconnaître le civil du militaire? Croyez-vous qu'on va laisser un militaire devenir commandant s'il ne sait pas à la base différencier une tenue d'un civil d'un militaire? Non, jamais. Dès qu'il commence à bégayer, dès qu'il commence à hésiter, on lui dit, on vous remercie, votre travail, votre destin, c'est para, mais jamais porter une arme. Là, c'est la même question. La première question, est-ce que le thymocyte est capable de reconnaître le vecteur, le CMH? Je ne parle pas de l'épitope. Le CMH. Est-ce que vous reconnaissez le CMH? Les cellules du thymus sont porteuses de molécules de CMH et vont présenter au TCR du thymocyte. Si le TCR ne reconnaît pas la molécule CMH, il voit la molécule et il se dit, c'est quoi ça? Dès qu'il commence à dire c'est quoi, il est éliminé par la porteuse. Ce thymocyte est systématiquement éliminé. Si le TCR, T-cell récepteur, reconnaît la molécule de CMH, il est conservé. On le laisse passer à la phase 2. D'après vous, combien de cellules vont passer ce premier test qui paraît d'emblée banal? Combien? Des milliers, toutes. Un pourcentage. Toutes vont le passer. Il y a quelque chose de pas. Le bac à 74-75%. 90 vont passer. Parce que sinon, ce serait dangereux s'ils ne vont pas faire l'examen. Voilà. Exactement. Voilà. Et alors? Et alors, ça serait grave. Oui, mais donnez-moi un pourcentage. On est dans la gravité, certes. 90 vont passer. La sélection des lymphocytes est impressionnante. 5% des lymphocytes seront concernés. Cette loi, ce n'est pas un ministère qui l'a mise. La nature, le bon Dieu, chacun y conçoit. L'essentiel, elle est en nous. On se réveille avec et on dort avec. 5% seulement restent. 80%, 15% sont éliminés d'office. Si on devait appliquer cette loi à nos universités. Ah ouais, ça va très vite par la suite. C'est très bien. Combien de médecins? Abou Bakr Razi leur a dit, un médecin doit dormir avec son patient. Il a même risqué sa vie. Vous connaissez l'histoire d'Abou Bakr Razi avec ce fameux émir
qui était paralysé, lui a dit voilà, vous êtes atteint d'une maladie, mais je vous conseille d'aller dans un bain, hammam. Et arrivé au bain, il lui a dit vous laissez votre garde dehors, et quand le bonhomme est rentré dans cette piscine chaude, Abu Bakr Razi, il a commencé à lui proférer des mots très graves. Vous êtes munafaq, vous êtes injurieux, vous êtes un blasphème. De toute façon, le bonhomme n'avait pas pu se contenir, n'avait pas retenu ses nerfs, il s'est mis debout, il a couru après Abu Bakr Razi en demandant à sa garde de le tuer. Et en prononçant « tuez-le », il a réalisé qu'il était debout. Il lui a dit « comment se fait-il que je suis debout ?» Il lui a dit « oui, il vous manquait une énergie externe, c'est de l'eau, et il manquait de l'adrénaline, il fallait vous stimuler. » Mais il lui a dit « vous avez risqué votre vie, c'est mon travail. » Alors, Hana, le bac de 17, je ne sais pas s'il vaut 10, à l'université, moi je ne suis pas médecin, je dirais Dieu merci avec tout le respect que je peux voir. Quand je me trompe, c'est un petit poisson ou c'est un petit lapin que je tue. Mais je sais que les vétérinaires que je forme, parce que j'enseigne chez les vétérinaires, quadriplons. Ils ont fermé la faculté et ils avaient un 8. Quadriplons. 3e année. Ça, le sort de nous, nos enfants, ce qu'on mange, sera entre ses mains. Je suis sérieux. Je n'ai jamais été sérieux de ma vie. Aujourd'hui, je suis sérieux. Je passe ou je ferme dans la faculté. La fameuse école vétérinaire d'Al-Harrach nationale a été fermée pendant 6 mois par une poignée d'étudiants qui ont refait la 3e année 3 fois. Croyez-vous qu'un Japonais ferme la faculté parce qu'il avait demandé? Et le drame, ils ont été réintégrés. Maintenant, même notre société voudrait que tout le monde ait le bac et que tout le monde passe. Ce n'est pas une affaire d'enfant, c'est une affaire de société. Et donc, il ne faut pas se lamenter quand vous avez un mécanicien qui oublie de vous mettre les freins, comme ça s'est passé à Djelfa. Une famille a été... Le mécanicien a oublié de mettre les freins, les plaquettes sur une roue. Il ne faut pas vous étonner qu'on ait des cas d'infection grave, que ce soit au niveau du vétérinaire, au niveau du biologiste, qu'au niveau du médecin, parce que les lois divines s'appliquent sur tout et à tout. Les Japonais, les Allemands les ont comprises, tant mieux. Nous, on a voulu faire autrement, tant pis. Les lymphocytes qui ont reconnu une molécule de classe, et là, faites attention, 5%. Sur les 5 qui restent, les lymphocytes qui ont reconnu une molécule CMH classe 1 deviennent des CD8, et ceux qui ont reconnu une molécule classe 2 deviennent des CD4. Vous voyez, après, ça se sépare. Au début, c'était CD1, CD4, CD8, ils deviennent CD3, CD8, CD3, CD4. Mais jamais les deux. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu un CMH par rapport à un autre. Est-ce qu'ils vont dire ouf? Non. La deuxième sélection, les atomes, elle est dite négative. Les lymphocytes conservés vont migrer vers la médullaire, au centre. Et là, c'est la sélection qui est dite négative. Cette fois-ci, la question qui leur sera posée, c'est est-ce que vous allez reconnaître ce peptide? Sachant d'emblée que c'est un peptide de swap. On ne pourra pas leur présenter le mensonge. Dans la médullaire, qui élimine par apoptose les thymocytes qui reconnaissent, et ici reconnaissent, ça veut dire, reconnaître veut dire réagir contre les auto-antigènes du soi associés à une molécule CMH. Si le TCR reconnaît la molécule, ça veut dire réagir contre, qu'est-ce qu'il aura comme destin? Il sera éliminé par apoptose. Si le TCR ne reconnaît pas, ne va pas réagir avec cet antigène, il sera conservé. Des 5% qu'on a gardés, 1 à 2% baisse. Le thymus, je le compare à ce pays. Il y a un docteur qui m'a parlé des métaphores, je donne peut-être beaucoup d'exemples.
Imaginez un pays qui vient juste d'avoir son indépendance. Et il a besoin de former des médecins. Les Japonais, les Allemands, des Américains vont lui dire, écoutez, on viendra vous construire l'école, le TIMUS, vous ramener les instructeurs pour former les médecins, mais après 6 générations, on ferme et on part. C'est trop fort là. Il leur dit, on vous assure une chose, que tous les médecins que vous aurez, c'est des ultra compétents. La relève, ça sera assuré, péjorativement bien sûr, par d'autres, mais c'est ce que fait le TIMUS. Il se permet un luxe extraordinaire. Il vient avec l'embryon. Il forme des cellules qui lui-même n'a pas produit. C'est la moelle osseuse. Et il élimine 98% des cellules que lui-même n'a pas produit. Il garde 2%. Et à 12 ans, il ferme la baraque. Et il nous laisse vivre avec le taux qu'il a produit. C'est une décision que tout le monde, ici dans cette salle, a acceptée. Bien sûr, involontairement. Subi. Les lymphocytes conservés sont des lymphocytes, et là, j'aime bien cette immunocompétence. Quand cette cellule T, on lui présente, elle ne va pas réfléchir 2 fois, elle est compétente. Et remarquez son sort. Ils peuvent quitter le thymus pour aller coloniser les organes lymphoïdes périphériques. On les trouve dans la rate, les ganglions, les plaques de Peyer de l'intestin. Ils vont coloniser là où elles doivent être. Mais remarquez la beauté. Le thymus ne possède pas de circulation lymphatique. Ce médecin qui a été formé, à qui on a donné un diplôme, ou ce vétérinaire, ou cet architecte, ou cet ingénieur, ne pourra jamais prendre le téléphone et appeler son maître. Je suis devant un cas, est-ce que vous pouvez m'éclairer? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sélection lymphatique. De sorte que les lymphocytes T qui ont sorti n'y reviennent jamais. Il n'y a pas de recyclage. Il n'y a pas de stage de perfectionnement. On vous a donné un diplôme, c'est bon. La compétence, c'est le jour où on vous donne le diplôme. Le thymus, et voilà, le thymus subit à partir de la puberté une évolution très progressive, mais ne disparaît jamais complètement. En réalité, certains disent qu'il continue à produire des hormones, d'autres disent peut-être qu'il disparaît en termes de physiologie, mais organe, il reste. Et voilà une des leçons de notre système immunitaire, et je vous remercie.